Bonjour à tous. Le phénomène politique de cette pré-campagne présidentielle, celui qui est au cœur de toutes les conversations aujourd'hui, c'est bien sûr cette percée rapide de la candidature, non encore déclarée, du journaliste Éric Zemmour. En quelques semaines, il est passé du statut de trublion, apparemment assez marginal, à celui de postulant sérieux dans cette course qui commence et qui va se prolonger donc jusqu'à la présidentielle. Les sondages lui donnent aujourd'hui un niveau qui pourrait lui donner accès au second tour, et c'est évidemment un fait qui bouleverse la donne, devant même la candidate du Rassemblement national. Alors pour tenter de comprendre, essayer de comprendre ce phénomène, le replacer aussi dans le contexte historique dans lequel il se déroule, nous sommes en compagnie du politologue Jean-Yves Camus. Bonjour. Bonjour. Avant d'analyser les causes de cette percée tout à fait inattendue dans l'opinion, un mot du positionnement politique, idéologique d'Éric Zemmour. Quelle place occupe-t-il selon vous dans cette galaxie de la droite nationale française ? Alors tout d'abord un mot sur le vocable de droite nationale qui est celui par lequel tant Éric Zemmour que Marine Le Pen ou Marion Maréchal, comme naguère Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, aiment à se positionner. C'est un terme dangereux parce que il induit qu'à contrario existerait une droite, je ne parle pas de la gauche qui est de toute manière vouée aux hégémonies comme mondialiste, mais une droite qui serait antinationale. Moi je voudrais qu'on me la décrive et qu'on me dise exactement pourquoi elle l'est. Donc cette appropriation de l'esprit national et du patriotisme par ce camp politique-là me paraît un petit peu abusive. Je ne doute pas que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan et bien d'autres aient les intérêts de la France chevillés au corps. Si l'on admet qu'Éric Zemmour est l'un des représentants de cette droite nationale, eh bien il occupe une position charnière qui est celle du candidat de l'Union des droites. Alors je sais bien qu'on aime souvent dire qu'il est à l'extrême droite. Certaines de ses prises de position l'en rapprochent, mais l'homme lui-même a un cursus de journaliste et de polémiste qui ne le place pas dans cette position-là. Il n'a jamais milité, ni au Rassemblement national, ni au Front national, ni dans aucun des groupuscules de l'extrême droite proprement dite à l'époque où il était étudiant ou jeune adulte. C'est un homme de droite qui se réclame du gaullisme. Nous n'avons pas du tout la même conception du gaullisme, ceci étant, et qui considère qu'au fond, la droite, ces dernières décennies, et il fait remonter les choses très loin, jusqu'à Jacques Chirac inclus, a abdiqué le logiciel idéologique des droites pour se gauchir, pour, contaminé par le libéralisme, en arriver à être en somme assez proche de l'aile droite de la gauche, vous voyez, j'allais dire, l'aile de la social-démocratie qui a abandonné le socialisme, s'est rallié aux valeurs du marché, etc., etc. Lui dit, je veux rétablir du clivage, droite-gauche et avoir véritablement deux logiciels idéologiques qui s'affrontent. C'est là à la fois son côté transgressif, mais aussi le côté clivant qui lui posera peut-être problème, notamment en vue du second tour. Et moi, je considère qu'il est avant tout le représentant de cet énorme malaise qui existe dans la droite française, et principalement chez les Républicains. Malaise qui remonte, au fond, c'est vrai, à quelques décennies, où on voit coexister dans la même maison commune, donc LR, des gens qui sont des conservateurs tempérés, attachés à l'économie de marché, à la construction européenne, aux valeurs humanistes, coexister avec des gens qui sont beaucoup plus souverainistes, beaucoup plus conservateurs, voire réactionnaires, et ça n'est pas nécessairement péjoratif sur le plan des valeurs sociétales, des valeurs morales, et il arrive un moment, si vous voulez, où cette coexistence qui était possible sous Nicolas Sarkozy, parce qu'il était véritablement l'homme emblématique de la droite dont l'autorité n'était discutée par personne, eh bien, devient à peu près impraticable. D'accord, donc ça veut dire qu'il serait plutôt
dans le vivier, j'allais dire, des Républicains, plutôt que de celui du Rassemblement national, selon vous, s'il fallait situer? Non, il est dans le vivier des droites, mais les Républicains, c'est une partie des droites. Et précisément, un des grands problèmes de la droite française, depuis toujours, c'est qu'il existe différentes traditions assez antagonistes par les filiations idéologiques auxquelles elles se rattachent. C'est-à-dire que, moi je veux bien qu'Éric Zemmour se dise gaulliste, mais enfin sous la plume du général de Gaulle, dont chacun peut lire les mémoires, je ne vois pas beaucoup de mots tendres pour le maréchal Pétain, et je ne vois absolument aucune référence à cette théorie dite du glaive et du bouclier, ou de l'épée et du bouclier, qui a été élaborée par le colonel Rémy à la fin des années 40 pour essayer de réconcilier les pétainistes de bonne foi et les gaullistes de bonne foi, comme il disait. Le général de Gaulle n'est pas du tout sur cette ligne-là, bien évidemment. Il n'allait pas donner raison, ne serait-ce que partiellement, à celui qu'il a toujours considéré comme étant non seulement un adversaire, mais un traître à la patrie. Donc, pour ce positionnement, vous le situez sur une frange, vous ne le situez pas finalement sur l'échiquier politique, vous le situez dans une position à droite. Et il arrive à capter, c'est la raison pour laquelle il arrive à capter de l'électorat à la fois chez les Républicains et aussi au Rassemblement national. Pour revenir à l'histoire, Jean-Yves Camus, les Juifs qui se sont engagés dans le combat national français, finalement il y en a eu quelques-uns, il y a eu quelques figures, c'est une figure déjà connue, ou c'est vraiment quelque chose de particulier aujourd'hui? Non, ce n'est pas quelque chose de particulier à notre époque, mais ça pose d'abord une question fondamentale, qui est de savoir si on doit essentialiser les Juifs. On dit les Juifs, mais finalement, il y a mille et une manières de l'être, ou de cesser de l'être d'ailleurs, et je pense qu'on ne peut pas opérer ainsi. Il y a des trajectoires individuelles, il y a toujours eu des Juifs de droite, il y a eu quelques Juifs qui ont été tentés par la séduction du nationalisme intégral de Charles Maurras. Il y a eu des gens d'origine juive, je pense à Arthur Meyer, le grand patron de presse de la fin du XIXe siècle, qui ont même été anti-Dreyfusards, mais ils se sont toujours heurtés à quelque chose qui, j'allais dire, s'impose comme un mur dans lequel vous tapez systématiquement, qui est la persistance d'un antisémitisme ou d'un anti-judaïsme, qui vous met toujours en porte-à-faux avec la famille politique de la droite quand elle est radicale. Ensuite, être juif et de droite, être militant des Républicains ou d'une droite républicaine quelconque, ça ne pose absolument aucun espèce de problème. Mais à un moment donné, vous êtes, en tout cas si vous affirmez votre identité juive de manière claire, confronté au fait qu'au fond, vous ne faites pas partie de la famille. On va en dire un mot tout à l'heure. Jean-Yves Camus, comment aujourd'hui, donc si on reprend l'analyse politologique, comment vous expliquez le surgissement de ce phénomène Zemmour à cet automne? La nouveauté, l'attrait de la nouveauté, la surprise aussi positive pour certains devant la candidature annoncée, même si elle n'est pas officielle, de quelqu'un qui vient de la société civile. Les Français ont plusieurs fois manifesté le désir qu'émerge un candidat qui n'est pas issu du sérail politique. Là où il se trompe, c'est que dans sa position de chroniqueur, de polémiste, de journaliste, Éric Zemmour fréquente naturellement depuis 3 décennies les politiques, les présidentiables, comme tout chroniqueur qui a besoin évidemment d'alimenter son travail. Donc il n'est pas extérieur à ce microcosme-là. Mais sa posture est celle de quelqu'un qui a porté une parole qui est entendue et vue désormais à travers ses émissions de télévision, et qui est vu comme étant quand même, j'allais dire, plutôt un imprécateur contre la classe politique que quelqu'un qui fait partie du marigot. Je dis marigot parce que les Français, pour beaucoup, considèrent désormais que c'en est un. Alors, il y a la nouveauté, mais il y a quand même aussi, enfin, c'est ce qu'il dit, ou c'est ce qu'on dit, le fait qu'il lève des tabous supposés sur, notamment, les dangers de la progression de l'islamisme en France, en tout cas des quartiers, enfin, bon, tout son discours, comme si c'était quelque chose qui pouvait être dit de façon franche maintenant, et qu'on n'avait plus peur de dire des choses sur la réalité, une certaine réalité sociologique. Et je vois pas pour ma part pourquoi on a peur. Je vois pas pour ma part qu'on ait peur. Bien d'autres que lui l'ont dit,
Et bien d'autres que lui se sont attelés à prendre des mesures pour que le phénomène soit endigué. Je ne vois pas quoi que ce soit de nouveau dans le fait que quelqu'un se lève en disant que l'islamisme était l'ennemi de la République. Il y a des majorités successives qui se sont succédées et qui ont toutes, je pense, de bonne foi, et en y mettant les moyens, essayé de contenir un phénomène qu'on ne peut pas arrêter en appuyant sur un bouton. Mais ni la volonté du président Sarkozy, ni celle du président Hollande, ni celle de l'actuel président de la République, qui a fait adopter le projet de loi sur les séparatismes, ne peut être mise en doute sur ce plan-là. Ce que dit Éric Zemmour, c'est si vous m'élisez au mois d'avril, on en aura fini en mai. On en aura fini avec l'immigration, on en aura fini avec le terrorisme, on en aura fini avec l'islamisme. Sauf que la situation dans laquelle nous sommes est la résultante de toute une série d'erreurs, de louvoiements, voire d'abdications qui remontent à très loin, et que nous n'y arriverons pas d'un coup de baguette magique. Donc pour ma part, je suis partisan de laisser la tâche de contenir l'islamisme à ceux qui le font du mieux qu'ils peuvent, puisque je rappelle tout de même que les services de l'État français ont démantelé des cellules, arrêté des personnes qui préparaient des attentats, qu'il y a des procès, il y en a un fondamental qui se déroule en ce moment même. Donc on ne peut pas dire, et c'est là à mon avis l'erreur fondamentale, on ne peut pas dire, comme le fait Éric Zemmour, que la France assiste passivement au déferlement de l'islamisme sur son sol sans que personne bouge le petit doigt. Il apporte des thèmes nouveaux quand même, par exemple, qui peuvent séduire éventuellement. C'est de dire, bon voilà, il faut que les gens s'assimilent, il faut que les gens prennent des prénoms français. C'est quelque chose qui n'était pas vraiment entendu par ailleurs, qui est une position qui a pu séduire certaines personnes en disant, voilà, effectivement, ça serait la preuve de l'assimilation. C'est vraiment regarder le problème par le petit bout de la lorgnette. Est-ce qu'on pense véritablement que l'attitude que les uns et les autres ont vis-à-vis de la France et de leur propre agrégation à la nation passe par le prénom que d'ailleurs ils ne se sont pas donné, qu'on leur a donné, et qu'ils peuvent aussi regarder avec distance? Il y a eu une génération où effectivement le fait de prendre des prénoms français, qui sont d'ailleurs généralement les prénoms du calendrier de l'Église catholique, était vu comme un signe d'assimilation. Bon, je veux bien, mais enfin l'assimilation, heureusement, c'est quand même beaucoup plus que le prénom que vous portez. Dire qu'il y a aujourd'hui un problème réel d'assimilation et que le multiculturalisme anglo-saxon commence à s'immiscer en France de façon extrêmement inquiétante, c'est une chose. Vouloir imposer par la loi qu'une liste de prénoms soit de référence et qu'on ne puisse piocher que dans celle-là, je le dis très clairement, y compris pour nous en tant que juifs, c'est un énorme problème. Moi, je pense qu'il y a effectivement des mesures à prendre pour renforcer l'attrait de l'intégration à notre communauté, mais j'ai toujours, nationale s'entend, mais j'ai toujours un petit mouvement de recul face au terme assimilation, parce qu'il induit à un moment donné un oubli, il induit le fait de laisser derrière soi ses origines, et ces origines, on n'est pas obligé de les manifester en opposition avec les lois de la République, et je crois que la communauté juive en donne parfaitement l'exemple. Alors, recentrons le débat sur précisément ce que seraient pour nous en tant que juifs les conséquences de cette politique. Donc, nécessité effectivement de s'en tenir à une liste de prénoms, nécessité de quoi laisser derrière nous? Le simple fait de nous référer à une culture juive, le simple fait de l'exprimer, d'avoir le droit de le faire dans l'espace public, d'avoir une pratique religieuse qui, à ma connaissance, ne pose pas de problème à la République française. Jusqu'où est-ce qu'on va dans cette abdication? Il n'empêche qu'un certain nombre de personnes, une proportion peut-être assez importante de la communauté, enfin des juifs français, sont tentés par ce vote Zemmour. On l'entend, il faut dire les choses comme elles sont. Vous pensez qu'il y a là une sorte de trompe-l'œil? Ah mais ils ont parfaitement le droit. Éric Zemmour participe au débat démocratique, il sera sans doute candidat et sa campagne doit pouvoir se dérouler dans les mêmes conditions que celles des autres candidats. Ceci étant, encore une fois, moi je suis un petit peu mal à l'aise avec cet engouement parce que je pense qu'il est susceptible d'amener un choc de retour. D'amener un choc de retour parce que certains vont se dire, mais enfin finalement cette candidature,
C'est une candidature qui clairement s'oppose à une partie de la population, à nos compatriotes d'origine maghrébine et africaine. Et celui qui la porte, eh bien, il y a un certain nombre d'intérêts. Tout ça, évidemment, n'est pas vrai, mais c'est un fantasme qu'on commence à voir surgir dans une partie non seulement de l'ultra-droite radicale, mais à gauche de la gauche aussi. Oui. Éric Zemmour devient le sioniste qui veut faire le ménage et débarrasser la France des étrangers et des musulmans. On entend déjà cette petite musique. Et ça n'est pas sain. Et ça n'est pas sain, parce que le problème de l'islamisme, par exemple, concerne l'ensemble de la population française. Il n'y a pas de raison particulière pour laquelle celui et ceux qui derrière lui doivent le porter soient juifs. Je veux dire, il y a un risque de confusion là entre l'intérêt communautaire et l'intérêt national. Et c'est un risque y compris pour lui d'ailleurs. Est-ce que vous diriez que c'est une candidature dangereuse aussi pour le monde juif français? Alors, ce qui est dangereux, ce n'est pas sa candidature. Ce qui est dangereux, c'est le concept même d'assimilation. C'est-à-dire que l'histoire de la communauté juive prouve qu'il est possible, et c'est un modèle qui peut être aussi reconnu comme valide par des gens qui viennent d'autres horizons, il est possible d'être de fidèles serviteurs de la République et de bons Français sans abdiquer la part de nous-mêmes qui n'a pas de racine ici. Or, ce que nous a dit Éric Zemmour dans un passage qui, moi, m'a profondément choqué, c'est par exemple qu'un juif qui se faisait enterrer en Israël était en quelque sorte quelqu'un qui donnait la preuve de sa non-assimilation. Il a fait référence lors de cette déclaration à des cas très précis de gens qui ont pu être enterrés en Israël, soit parce que leurs proches le souhaitaient pour des raisons religieuses, soit parce qu'ils craignaient la profanation par des antisémites de la tombe de leurs enfants. Je veux dire, on ne peut pas arriver à ce point de, j'allais dire, refus de sa propre part de judéité, qu'il faille demander aux Juifs de cesser de se faire enterrer en Israël, franchement. Est-ce que vous pensez que le phénomène Zemmour va être durable maintenant? Il reste encore quelques mois pour cette campagne. On sait que tout se joue aussi à la rentrée. Les sondages sont en train de s'emballer. C'est-à-dire qu'on a une campagne présidentielle qui finalement manque cruellement de débat de fond. Les questions économiques et sociales sont laissées à l'arrière-plan et ce sont les questions migratoires et identitaires qui prennent le dessus. Je ne suis pas persuadé que ce soit la volonté des Français, même si 66% d'entre eux considèrent que l'immigration est un sujet qui fait partie de leurs préoccupations et il doit être débattu. Mais on ne peut pas avoir une campagne qui soit exclusivement centrée sur ces thèmes-là. Parce que le président de la République, ça n'est pas quelqu'un qui doit avoir la figure d'un prophète, ça n'est pas quelqu'un qui doit être celui qui vous explique qu'il est minuit moins le quart et que tout va exploser. C'est quelqu'un qui sera derrière le bureau présidentiel à l'Élysée et qui devra prendre des décisions. Or, sur un certain nombre de sujets liés précisément aux questions migratoires et aux questions identitaires, moi je ne vois pas bien comment les mesures qui sont proposées par Éric Zemmour sont d'abord susceptibles d'être mises en scène dans le cadre actuel de la Constitution, mais on peut toujours la réviser, et je crois qu'elles sont profondément facteurs de division et facteurs de quelque chose que les Français, surtout après les 2 ans compliqués que nous venons de passer, ne souhaitent pas, c'est-à-dire davantage d'affrontements, davantage de polarisation, et c'est ce qui va faire finalement. Merci beaucoup, Jean-Yves Camus. Évidemment, les thématiques ont le temps d'évoluer encore pendant les mois qui suivent et qui viennent jusqu'au mois d'avril. Merci beaucoup pour votre attention.